La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Martin Rueff propose une séance intitulée « La nature des animaux ». Bonjour à toutes et à tous. Donc vous devriez avoir le petit exemplaire que j'ai constitué pour vous. Et donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la deuxième partie de ce cycle consacré à de la nature, avec ce titre donc qui est un titre un peu provocateur, puisqu'à la fois il évoque Lucrèce et il se fonde sur une notion dont la pertinence philosophique est aujourd'hui très discutée, la nature. Et donc après une première leçon qui avait eu lieu donc le 4 janvier, qui était consacrée à la nature des choses et aux choses de la nature, qui était donc une réflexion large sur l'écologie, aujourd'hui on va s'occuper, donc aujourd'hui 18 janvier, à la nature des animaux, donc des réflexions d'ordre zoologique. Et puis le 15 février, dans un peu moins d'un mois, donc, on se consacrera à la nature de l'homme, des réflexions d'ordre anthropologique, avant le 12 avril, dans un dialogue avec François Julien, de s'interroger sur la nature des langues. Donc une espèce, si vous voulez, de tétralogie. Il en manque, bien sûr, la nature des plantes, etc. Donc je voudrais, comme je l'ai indiqué, partir d'un paradoxe. Et ce paradoxe est le suivant, c'est que la fameuse formule hegelienne qui est énoncée dans les principes de la philosophie du droit n'a jamais trouvé de meilleure illustration qu'avec la question philosophique contemporaine des animaux ou de l'animalité. Vous vous souvenez sans doute de cette sanction crépusculaire sur laquelle beaucoup ont écrit. Quand Hegel qualifie le travail du philosophe, il prononce la formule suivante: « La chouette de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit », c'est-à-dire dans l'après-coup. Hegel inscrivait ainsi le négatif au cœur de sa dialectique. C'est quand l'agitation du jour et la vivacité des mortels s'éteignent, ou au moins jettent leur dernier feu, que la chouette d'Athéna, l'oiseau de la philosophie, prend son envol et vient survoler les éclats, les braises de la praxis, les lucioles de nos espoirs et les cendres du vivant. Or, force est de constater, et c'est le paradoxe dont je voudrais partir, que jamais il n'y eut sur Terre moins d'animaux et jamais autant d'animaux pour la philosophie. Jamais, en effet, la philosophie ne s'est autant intéressée, penchée sur l'animal, peut-être d'ailleurs penchée à son chevet. D'une part, donc, et vous connaissez bien ce constat, puisqu'il est souvent affiché dans la presse, dans les médias, on assiste, et les scientifiques sont à ce sujet formels, à la 6e extinction de masse des animaux. Dans une étude très alarmante, publiée il y a quelques années, il y a 2 ans, dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs américains et mexicains concluaient que les espèces de vertébrés reculent de manière si massive sur Terre, à la fois en nombre et en étendue, qu'on peut parler, c'est leur formule, d'un anéantissement biologique. Ils évoquent aussi ce qu'ils appellent la défaunation et proposent le calcul suivant: les disparitions d'espèces auraient été multipliées par 100 depuis 1900. C'est-à-dire un rythme sans équivalent, disent-ils, depuis l'extinction des dinosaures. Ils ont tenté de quantifier pas simplement le déclin du nombre d'espèces, mais aussi des populations, c'est-à-dire, vous connaissez ce type d'échantillonnage, des groupes d'animaux représentés sur un territoire. La disparition des populations est un prélude, écrivent-ils, à celle des espèces. Une analyse détaillée du déclin des effectifs d'animaux rend le problème bien plus clair et inquiétant. Leur constat est sans appel. Je cite des chiffres, simplement comme indicateur. 32% des espèces de vertébrés voient aujourd'hui leur population décliner.
40% des mammifères ont vu leur aire de répartition baisser de 80% entre 1915 et 2015. Mais bien plus grave, depuis 30 ans, tout s'accélère. Et pour prendre un exemple symbolique, je reviendrai sur ce type d'exemple d'ailleurs, 43% des lions ont disparu depuis 1993. Ces disparitions émeuvent, elles frappent les jeunes et les moins jeunes. Ce que l'on sait moins, et qui me paraît peut-être de nature à frapper différemment l'imagination, mais pas moins, c'est que 30% des espèces en déclin sont des espèces communes. Et si vous allez à la campagne, vous le savez, parce qu'un grand nombre d'espèces qui constituaient la faune que vous aviez l'habitude de voir dans votre enfance, dans votre jeunesse, c'est mon cas, eh bien, disparaît. Et pour donner un exemple touchant, en 15 ans, le chardonneret, qui a toute notre amitié, eh bien, le chardonneret a vu son nombre de chardonnerets a baissé de pratiquement 50% en 10 ans. Au total, donc, plus de 50% des animaux ont disparu entre la fin du XXe siècle et aujourd'hui. Et ce type de chiffre, on peut le détailler et on peut en varier, si vous voulez, les échelles, mais la catastrophe est là. D'autre part, et c'est là le paradoxe, et sans que la corrélation de ces deux séries soit si facile à penser, il semble que la philosophie tourne aujourd'hui vers l'animal un regard neuf, un regard nu peut-être, un regard qui serait prêt, comme le soulignait Jean-Marie Schaeffer dans un livre qui avait fait quelques bruits, un regard qui porterait à en finir avec l'exception humaine. La philosophie est aujourd'hui si bien obsédée par les animaux, et je pense que si vous fréquentez des librairies, vous l'avez constaté, que des colloques se multiplient, des numéros de revues, des collections de philosophie. Alors, comme j'ai plutôt une tendance à acheter des livres, je m'en aperçois, les numéros de revues, je donne deux exemples, ce magnifique numéro de la revue Prétentaine, Quel animal, ou le très beau volume de la revue Alter, qui s'appelle L'animal. On pourrait donc dire qu'au moment où les animaux disparaissent relativement, la philosophie ne s'intéresse plus seulement à leur mode d'apparition, ce qui est le propre de l'enquête phénoménologique, mais qu'elle tient à les faire apparaître et comparaître aux côtés de l'humain. On parle même, et c'est le titre d'un livre récent publié chez Vrin, aux soins des professeurs Afeissa et Jean-Gène Villemer, de philosophie animale. Et dans un ouvrage récent, notre collègue et ami Étienne Babonnet, qui est philosophe, évoquait ce changement de scène philosophique en des termes très éloquents. Un nouveau personnage philosophique s'est invité, un personnage que nous pensions connaître depuis toujours, mais que nous sommes en train de redécouvrir. Ce n'est pas Dieu, lui qui mesurait notre finitude, c'est l'animal. Et c'est lui que nous interrogeons désormais pour savoir qui nous sommes. À quelles conditions donc peut-on estimer que l'animal est un nouveau partenaire conceptuel, un nouveau personnage conceptuel pour la philosophie? Comment évaluer philosophiquement cette scène? Quelle est donc la nature des animaux? C'est ce que je voudrais examiner avec vous ce matin. Une précaution s'impose cependant, et je la formule tout de suite. De quelle discipline relève une philosophie des animaux? Parce que de fait, il me semble qu'aujourd'hui, le discours sur l'animalité, sur les animaux, est une enquête que la philosophie ne peut guère mener qu'au sein d'un triangle qui est formé d'un côté par l'éthologie, de l'autre par la zoologie, et troisième discipline,
par l'anthropologie, bien sûr. C'est dans la circulation de ces trois disciplines, éthologie, zoologie et anthropologie, qu'un discours informé sur les animaux peut être proposé. Une autre précaution s'impose, à mon avis, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'on indique quand on parle de l'animal, de l'animalité ou des animaux? Bien sûr, je crois qu'ici, il faut être très prudent et savoir distinguer. Ce n'est pas le rapport des philosophes aux animaux qui nous intéresse ici, le chien des cyniques, par exemple, ou le chien de Rousseau, le fameux cheval de Nietzsche, la tique de Deleuze, le chat de Derrida. C'est plutôt la question de savoir ce que le philosophe peut dire en tant que philosophe de la nature des animaux. Parole des zoologues, disais-je, parole des éthologues, parole des biologistes. Ce discours, aujourd'hui, s'impose, il n'est plus neutre. Il n'est plus neutre dès lors que le savant imagine avoir tranché la question de l'inexistence ou de l'existence d'une frontière fixe entre les hommes et les animaux. Le philosophe arrive pour transformer nos certitudes en doutes et pour inverser la charge que l'idéologie d'aujourd'hui semble trop facilement projeter sur l'homme. S'agit-il de penser aujourd'hui l'évaluation d'une expérimentation sur les animaux qui se pourrait se révéler décisive pour certaines thérapies? Les savants et le sens commun s'opposent, le premier en affichant un conséquentialisme sans faille, le sens commun lui s'émeut dans un sens comme dans l'autre. Or ici encore, les philosophes se sentent obligés de faire remarquer que dans ces enquêtes, il y va toujours autant de l'animalité que de l'humanité et de ce qui les distingue. Mais ces difficultés sont attendues et elles sont infimes par rapport à celles qui touchent notre personnage conceptuel, l'animal, les animaux. En quel sens peut-on parler encore aujourd'hui de l'animal avec un article défini ou de l'animalité? Alors je voudrais opposer ici, et j'en aurai bientôt fini avec mon introduction, deux types de discours. Le discours de Hegel, dans la philosophie de la nature, que j'avais cité la dernière fois, parce que dans la philosophie de la nature, Hegel considère qu'il n'y a absolument aucun problème à parler des animaux au pluriel ou de l'animal au singulier, parce que, dit-il, en fait, l'animal, voilà ce qu'il dit, les différentes formations et différents ordres du monde animal ont à leur fondement le type universel déterminé par le concept de l'animal. L'animal, le type que la nature présente, pour une part, dans les divers degrés, dit-il, dans les divers degrés du développement qu'il comporte. Développée jusqu'à la singularité, l'espèce à laquelle appartient l'animal se différencie par elle-même ou pour elle-même, tandis qu'elle se rabaisse ainsi en se comportant en ennemi les autres espèces au rang d'une nature inorganique, la mort violente et le destin naturel des individus. Pour Hegel, philosopher sur les animaux, c'est philosopher sur l'animal, donc au singulier. Donc il y aurait l'animal et il y aurait les hommes. Face à ça, face à cette position qu'on pourrait qualifier d'essentialiste, on pourrait opposer une attitude très différente qui consisterait à dire mais l'animal, ça n'existe pas. Il n'y a rien de tel que l'animal. Il y a les animaux, et les animaux, pas simplement différenciés dans leurs espèces, mais dans leur individualité. Et c'est ce qu'écrivait Jacques Derrida dans un texte célèbre qui s'intitule « L'animal, que donc je suis ?» qui était paru aux éditions Galilée. Et voilà ce qu'écrivait Derrida. « Au risque de me tromper,
et de devoir faire un jour amende honorable, ce que j'accepterais bien volontiers, j'oserais dire que ni de la part d'un grand philosophe de Platon à Heidegger, ni de la part de quiconque aborde philosophiquement en tant que tel la question dite de l'animal et de la limite entre l'animal et l'homme, je n'ai jamais reconnu une protestation de principe et surtout une protestation conséquente contre ce singulier général, l'animal. Non que les philosophes s'entendent sur la définition de la limite qui séparait l'homme en général de l'animal en général, encore que ce soit là un des lieux les plus accueillants du consensus, et sans doute la forme dominante du consensus, mais malgré, à travers et par-delà tous leurs dissentiments, toujours les philosophes, tous les philosophes, ont jugé que cette limite était une et indivisible, et que de l'autre côté de cette limite, il y avait un immense groupe, un seul ensemble fondamentalement homogène qu'on avait le droit théorique ou philosophique, de distinguer ou d'opposer, à savoir celui de l'animal en général, de l'animal au singulier général. Tout le règne animal, à l'exception de l'homme. Le droit philosophique se présentant alors comme droit du sens commun, cet accord du sens philosophique et du sens commun, pour parler tranquillement de l'animal au singulier général, est peut-être une des plus grandes bêtises et des plus symptomatiques de ceux qui s'appellent des hommes. Analysons un instant ce texte qui est lourd de sous-entendus. Est-il vrai qu'évoquer l'animal, c'est évoquer seulement le général singulier, le singulier général? C'est allé, me semble-t-il, un peu vite en besogne. Dans un essai célèbre, le grammairien Gustave Guillaume, un essai qui est de 1919 et qui s'intitulait « Le problème de l'article et sa solution dans la langue française », Guillaume soutient, conformément à sa thèse sur le langage, que le langage est une saisie de la pensée qui va de l'universel indéfini à la définition, par une tension particularisante, puis de la définition à l'indéfinition, par une tension généralisante. Or, on le sait, l'indéfini comme le défini sont susceptibles de saisies qui sont plus ou moins généralisantes, plus ou moins singularisantes. C'est vrai de l'indéfini, de l'article indéfini. Si je dis « un animal est un être vivant », un animal est un être vivant, vous êtes d'accord que je fais une saisie précoce, généralisante, indéfinie du mot animal. Mais si je dis, sans faire la moindre allusion à un lecteur ici présent, un animal est entré dans la BNF, semant la terreur parmi les lecteurs, eh bien là, en fait, si je dis un animal, c'est plus du tout un animal est un être vivant, c'est une saisie singularisante définie. Et c'est vrai du défini aussi. Si je dis l'animal de compagnie de X est mort, eh bien là, j'ai une saisie définie. Ou si je dis dans un emploi figuré, il est parti avec la caisse l'animal, eh bien là, en fait, je fais une saisie précoce, singularisante. Ce n'est pas le cas, évidemment, chez Hobbes, si je dis l'homme est un loup pour l'homme, puisque là, j'ai au contraire une saisie tardive dans laquelle seules sont saisies les qualités générales dont le nom est le support. Or, la question est devenue aujourd'hui, au regard de la philosophie animalière, la philosophie animale, si vous voulez, en s'interrogeant sur l'animal, le philosophe peut-il encore proposer une saisie précoce de l'article, s'interroger sur l'animal, sur cet animal, sur celui qui lui fait face, qui me fait face, mon chien par exemple, dans sa singularité. En d'autres termes, et je crois qu'il suffirait que vous reteniez cela pour comprendre la portée du questionnement contemporain, si on veut faire de l'animal un nouveau personnage singulier, c'est aujourd'hui en inventant une nouvelle dialectique
entre singularité et universalité des animaux. C'est ce qui est mis en question, d'ailleurs, de manière très vive aujourd'hui, quand on s'interroge sur la question de la nomination des animaux, la nomination de l'animal, question qu'on peut traiter de plusieurs points de vue et dans le détail duquel je ne rentrerai pas. En tout cas, si aujourd'hui je veux m'interroger avec vous sur la nature des animaux, ce que je vous demande de bien entendre, c'est le pluriel qu'il y a dans les animaux, car ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer comment on peut faire attention aux animaux dans leur singularité, les animaux, sinon pris un par un, du moins pris avec un souci de leur singularité. Alors comment est-ce que je vais procéder dans ce cours méthodique de philosophie? Eh bien d'abord, si vous voulez bien regarder votre exemplier, je voudrais traiter le génitif qui est présent dans notre titre, de la nature des animaux, de manière objective. C'est-à-dire, je voudrais en faire un génitif objectif, c'est-à-dire m'intéresser sur la nature des animaux, c'est-à-dire ce qu'est leur nature. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais m'interroger sur la nature des animaux au sens du génitif subjectif, c'est-à-dire une question centrale pour la philosophie. Qu'est-ce que la nature pour les animaux? Pas simplement quelle est leur nature, mais qu'est-ce que la nature pour eux? Et y a-t-il même quelque chose comme une nature pour les animaux? Et est-ce qu'on peut poser cette question en échappant à un tropisme anthropomorphique qui consisterait à se dire les animaux se posent dans la nature comme les hommes se posent dans la nature? Cette question, elle est au centre d'une polémique qui a été déclenchée par un texte dont on ne peut pas faire l'économie, même s'il s'agit de le dépasser, de le critiquer, ce qu'on ne va pas manquer de faire, qui est le grand texte de Heidegger, qui s'appelle « Les concepts fondamentaux de la métaphysique, monde, finitude, solitude », texte dans lequel Heidegger prononce une espèce de, comment dirais-je, de condamnation. La pierre n'a pas de monde, l'animal est pauvre en monde, et seul l'homme a un monde. D'accord ? Donc il n'y aurait pas, si vous voulez, pour Heidegger, quelque chose comme une nature qui s'offrirait à l'animal. Il n'y aurait pas donc de nature des animaux. Alors, ce texte, je vais le commenter, je vais le discuter, et je vais le... Est-ce qu'on peut réfuter Heidegger? Oui, sans doute, mais en tout cas, je vais essayer de proposer un contre-feu à ce texte, à partir d'une interprétation d'un poème de Rilke, la 8e élégie, que Heidegger a commenté. Et donc, j'aurai, si vous voulez, un autre commentaire de Rilke contre celui de Heidegger. Et puis, je m'intéresserai à la fin de cette deuxième partie sur cette notion qui me paraît centrale dans la réflexion de la philosophie animale contemporaine. Qu'est-ce que faire monde pour un animal? Comment les animaux se comportent dans le monde? Et j'évoquerai pour vous une série d'ouvrages tout à fait saisissants. Donc c'est le 2-2, le livre de Baker, de Foster, d'Horowitz et de Delorme, c'est-à-dire des philosophes, des éthologues qui ont essayé de se mettre, on verra tous les problèmes que ça pose, dans la peau d'un animal pour comprendre ce qu'était l'expérience. Donc, chez Baker, d'un faucon pèlerin, chez Foster, dans la peau d'une bête, qui est un livre tout à fait extraordinaire, de plusieurs bêtes, d'Alexandra Horowitz, dans la peau d'un chien, et puis tout récemment, le livre de Geoffroy Delorme, qui s'appelle dans la peau d'un chevreuil. L'homme chevreuil, c'est un petit peu moins... c'est un peu moins lié à la chasse, mais la peau d'un chevreuil, c'est autre chose. L'homme chevreuil. Donc j'essaierai de comprendre, à partir de ces enquêtes, qu'est-ce que ça veut dire faire monde avec l'animal. Et puis, pour finir, je me pencherai sur un problème qui est central dans la réflexion sur les animaux aujourd'hui, et auquel nous ne pouvons pas, nous,
en philosophie ne pas être attentive et attentive, hein, c'est-à-dire la question du langage des animaux, c'est-à-dire le rapport entre le langage animal et leur monde. D'accord ? Et pour ce faire, je commenterai assez en détail hein, les thèses d'Aristote hein, sur le langage des oiseaux. Donc, de la nature des animaux, génitif, objectif, hein, essayer de comprendre comment on aborde les animaux, hein, leur nature. La nature des animaux, génitif, subjectif, quel est leur monde, quelle est leur nature, à partir d'une discussion de Heidegger qui va nous conduire jusqu'à des expérimentations de pensée, parfois corporelles, hein, du faire-monde avec l'animal. Et puis, troisième moment, hein, le rapport à la nature des animaux et la nature de leur langage. Alors, je voudrais commencer tout simplement par faire attention, c'est le premier point de mon propos, hein, faire attention aux animaux. Faire attention aux animaux. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, faire attention aux animaux aujourd'hui, hein, comment est-ce qu'on pense cette question? Alors, je voudrais évoquer ici, et c'est le but aussi de ce cours, hein, de vous mettre au courant de réflexions contemporaines, plus ou moins contemporaines. Hein. Je voudrais ici évoquer un texte qui désormais fait figure de classique, hein, de l'écrivain et théoricien John Berger, un texte qui s'appelle « Pourquoi regarder les animaux ?» et qui est un texte tout à fait étonnant, hein, sur le rapport hein, de l'homme à l'animal au regard justement de la confrontation hein, entre leur expérience de la nature. Et voilà ce qu'écrit Berger au tout début de son texte. Les yeux d'un animal en train d'observer un homme sont attentifs et méfiants. On peut imaginer que le même animal regarde d'autres espèces de la même façon. Il ne réserve pas à l'homme un regard spécial, mais aucun autre espace que l'homme ne reconnaîtra comme familier le regard de l'animal. Les autres animaux seront seulement tenus en respect quand l'homme, lui, sera conscient de lui renvoyer exactement le même regard. L'animal le scrute à travers un gouffre d'incompréhension. C'est pourquoi l'homme réussit à surprendre l'animal. Or, l'animal, même domestique, peut également surprendre l'homme, car l'homme aussi le scrute à travers un gouffre d'incompréhension similaire, mais pas identique, et ce, où qu'il tourne les yeux. Toujours, il le regarde à travers son ignorance et parfois sa peur. Du coup, lorsque l'homme est regardé par l'animal, il est vu comme son propre environnement est vu par lui-même. Le fait que l'homme admette cela lui rend familier le regard de l'animal. Cependant, l'animal reste distinct et ne se laisse jamais confondre avec l'homme, d'où l'attribution d'un pouvoir à l'animal, un pouvoir comparable au pouvoir humain, mais qui ne coïncide jamais avec lui. L'animal détient des secrets qui, contrairement aux secrets des grottes, des montagnes et des mers, s'adressent spécifiquement à l'homme. La relation entre eux gagne en clarté si l'on compare le regard d'un animal avec celui d'un deuxième homme. La thèse de Berger, et dont j'aimerais partir, hein, c'est la thèse suivante, c'est que quand on regarde les animaux, on est partagé entre deux types de réactions. Une réaction esthétique, qui est l'émerveillement, je reviendrai là-dessus, et une relation émotive, qui est de surprise, cette surprise pouvant se transformer ou en joie ou en crainte, et cette surprise, elle tient au fait qu'on ne comprend pas quelle expérience du regard ils sont en train de faire. Ce qui nous sépare de l'animal, des animaux, c'est que quand ils regardent, on ne sait tout simplement pas ce qu'ils voient. Pas ce qu'ils voient au sens où les sciences maintenant nous permettent de comprendre, hein, de retracer. Hein, vous savez, on fait des expériences hein, où on voit par des espèces de truchements
technique, la manière dont un serpent voit, puisqu'un serpent, comme vous le savez, il voit surtout des masses de chaleur, les chiens n'ont pas la même vision colorée que nous, etc. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que quand on regarde les animaux, on comprend ce qui nous sépare d'eux, parce que pour comprendre ce qu'ils sont, pour comprendre leur nature, il faudrait que nous puissions comprendre ce qu'ils voient eux, c'est-à-dire comment ce qui les entoure fait monde, et quelle est la place que nous occupons dans ce monde. Si leur nature nous est opaque, si nous sommes privés de contact avec leur nature, c'est précisément parce que la manière dont ils se rapportent à la nature n'est pas la même que la nôtre. Ou plutôt, que nous n'y avons pas accès. Wittgenstein disait, dans une phrase célèbre, que Foster discute dans La peau d'une bête, c'est la fameuse formule de Wittgenstein. Wittgenstein dit, je vais le lire dans la traduction de Foster, si je la retrouve. Pardonnez-moi. Bon, je ne la retrouve pas, mais enfin, bon, elle est assez simple à mémoriser. Wittgenstein dit si un lion pouvait parler, nous ne le comprendrions pas parce que nous n'avons pas le même monde que lui. Nous n'avons pas le même monde que lui. Alors, faire attention aux animaux, faire attention à la nature des animaux, c'est comprendre l'interaction qui peut se créer entre leur nature, c'est-à-dire ce qui les définit, et le rapport que ce qui les définit entretient avec le monde qu'ils sont en train de regarder, le monde dont ils font l'expérience, si on peut dire qu'un animal fait l'expérience du monde. Il y a aujourd'hui, en langue française, un écrivain qui a d'une certaine manière créé un courant, et qui est un écrivain que vous connaissez peut-être par ailleurs, qui est Jean-Christophe Bailly, qui a consacré justement à la nature des animaux, c'est-à-dire la manière dont les animaux font monde, une littérature tout à fait extraordinaire. En plus, c'est un écrivain d'un grand talent littéraire, un vrai écrivain. Et je vous recommande, surtout dans ce cadre-là, un livre qui a fait date, qui a connu plusieurs rééditions, c'est le livre qui s'appelle « Le versant animal ». Et je voudrais lire pour vous montrer la manière dont Bailly enquête sur la nature des animaux, les toutes premières pages de ce texte. J'aimerais qu'une caméra sache se poser sur cette petite route montante, une caméra qui saurait faire cela, filmer une voiture qui file dans la nuit et me suive. C'est un de ces moments où les rapports entre la conscience et la campagne, entre la vitesse d'un point mobile qui s'y déplace et l'étendue, se configurent en une pointe. La route devient comme un estuaire que l'on remonte, de chaque côté les haies, éclairées par les phares, forment des parois blanches. Même si l'on ne va pas vite, il y a une sensation cinématique pure, d'avancée irrésistible, de fuite en avant, de glissade. C'est alors à celui qui conduit, autant qu'au passager, qu'est offerte cette sensation de passivité, cette hypnose du ruban qui, peut-être, n'est pas sans danger. Mais cette fois, on est seul, et il faut le dire, il ne s'agit pas d'un voyage, rien qu'un déplacement de quelques kilomètres, une simple visite à un ami voisin. Le paysage est donc familier, la route connue, les bois épais et les prés qu'elle traverse, on en connaît les lisières, les grands traits, les chemins. Et pourtant, du seul fait que c'est la nuit, il y a ce léger décalage, ce léger mais profond feulement d'inconnu. C'est comme si l'on glissait à la surface d'un monde métamorphosé, empli de frayeurs, de mouvements effarés, d'écarts silencieux. Or voici que de ce monde, quelqu'un surgit. Un fantôme, une bête, car seule une bête peut surgir ainsi.
C'est un chevreuil qui a débouché d'une lisière et qui, affolé, remonte la route dont les haies le contraignent. Il est lui aussi pris dans l'estuaire, il s'y enfonce et tel qu'il est, ne peut qu'être frayeur et beauté, grâce frémissante, légèreté. On le suit en ayant ralenti, on voit sa croupe qui monte et descend avec ses bonds, sa danse. Une sorte de poursuite s'instaure où le but n'est pas, surtout pas, de rejoindre, mais seulement de suivre. Et comme cette course dure plus longtemps qu'on aurait pu le penser, plusieurs centaines de mètres, une joie vient, étrange, enfantine ou peut-être archaïque. Puis enfin un autre chemin s'ouvre à lui et le chevreuil, après une infime hésitation, s'y engouffre et disparaît. Rien d'autre. Rien que l'espace de cette course, rien que cet instant furtif et malgré tout banal, bien d'autres fois, et sur des terres plus lointaines, j'ai vu des bêtes sortir de la nuit. Or, ce qui m'est arrivé cette nuit-là, et qui sur l'instant m'a ému jusqu'aux larmes, c'était à la fois comme une pensée et comme une preuve. C'était la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. Le chevreuil était dans sa nuit et moi dans la mienne, et nous y étions seuls l'un et l'autre. Mais dans l'intervalle de cette poursuite, ce que j'avais touché, justement, j'en suis sûr, c'était cette autre nuit, cette nuit sienne venue à moi, non pas versée, mais accordée un instant, cet instant donc qui donnait sur un autre monde une vision, rien qu'une vision, le pur jailli d'une bête hors des taillis, mais plus nette qu'aucune pensée. Et donc c'est cette netteté du versant animal qui, pour Bailly, doit être le premier moteur de l'attention que nous portons à leur nature, c'est-à-dire essayer de les suivre dans leur surgissement. Et ce surgissement, je le redis, et je le dis en conformité avec bien des lectures sur la philosophie animale que je suis en train de faire pour vous, eh bien ce surgissement, il n'est pas lié aux animaux extraordinaires, aux animaux sauvages, même si leur beauté, pensons à la panthère, continue de nous attirer, il est lié à n'importe quel animal, à l'animal le plus banal, aux animaux les plus communs, à nos chiens, à nos chats, aux oiseaux qui entourent la BL, etc. Et donc l'idée, c'est de suivre le surgissement de l'animal comme occasion de penser à sa nature. Et il y a une philosophe qui a consacré à cette question un livre, je vous l'ai apporté, tout à fait magnifique. C'est le livre de Françoise Armango, De l'émerveillement causé par les bêtes, apprendre à lire l'éternité dans l'œil des chats. Alors c'est un livre qui s'inscrit tout à fait dans l'esthétique de Bailly. C'est un livre consacré justement à la notion d'émerveillement animal, à la manière dont la nature des animaux est une nature qui ne cesse de requérir des modalités particulières de notre attention. Alors je voudrais, dans un deuxième temps, m'intéresser à un auteur qui a fait de la forme surgissante de l'animal le lieu d'une enquête tout à fait merveilleuse. C'est quelqu'un dont la pensée est aujourd'hui de nouveau à l'ordre du jour. C'est Portman, Adolphe Portman. Je crois vous avoir apporté son livre. Alors ça donne à ce cours un côté de bibliographie commentée, mais ça vous fera faire des achats. La forme animale de Portman. Alors, de fait, Portman nous donne des instruments conceptuels pour penser le rapport entre nature et forme animale. De fait, Portman, pour vous le situer, c'est quelqu'un qui est né à la fin du 19e siècle, il est de 1897, et il est mort en 1982, et son livre, dit Tiergestalt, a paru pour la première fois en 1948. Donc c'est un contemporain, si vous voulez, de
des premiers ouvrages de Merleau-Ponty, hein, et il a été traduit en français chez Payot en 1961, avant d'être republié plus récemment. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'attention de Portman à l'animalité? C'est que Portman est l'un des rares biologistes qui n'a pas cédé à la molécularisation de sa discipline. En fait, comme zoologue, il n'a cessé de réhabiliter la forme animale totale comme objet d'étude privilégié en s'interrogeant constamment sur l'apparence des animaux, le rapport entre nature et apparence. Et donc, si vous voulez, un peu comme Buffon, il en revient à une biologie descriptive qui est fondée sur les phénomènes tels que nos sens les perçoivent. Et dès l'ouverture de la forme animale, Portman écrit « On peut être familiarisé avec de nombreuses espèces animales, on peut connaître à fond leur structure interne, leurs tissus et leurs organes, et se soucier médiocrement de l'apparence extérieure des animaux. Bien souvent, cette apparence n'est envisagée que du point de vue de son utilité élémentaire et de ses facultés d'adaptation, mais, et je vous prie d'être attentif et attentif, son caractère unique, ce qui différencie précisément une forme animale d'une autre, cela, on le prend à peine en considération. De fait, depuis le XVIIe siècle, quand Guilhem a écrit là-dessus des choses décisives, et l'invention du microscope, ce qui s'est renforcé, c'est l'idée selon laquelle ce qui était réellement important pour la connaissance des animaux, c'était ce qui était caché. Et cette démarche, d'ailleurs, on la trouve déjà d'une certaine manière chez Aristote, dans des parties des animaux. Cette conception du savoir des animaux a contribué évidemment à renforcer le caractère analytique des sciences contemporaines. C'est le domaine de l'infra qui domine avec la biologie moléculaire et la biologie cellulaire. Et du coup, on en est arrivé, et c'est ce que déplore Portman, à dévaluer ce qui frappait les sens et à reconduire la méfiance traditionnelle de la philosophie envers les qualités secondes qui seraient la couleur, le son, l'odeur, nécessairement trompeuses parce que subjectives. Et dans un tel contexte, il est clair que la morphologie animale, l'étude de la forme animale, a moins intéressé les savants et les philosophes que la physiologie. Celle-ci, dès lors qu'elle concerne les fonctions des organes animaux, constitue en effet, en apparence, un terrain explicatif plus prometteur que la structure d'ensemble de l'animal, reléguée à une zoologie simplement descriptive qui s'attarderait au seul phénotype. D'un point de vue dynamique, la forme animale intéresse bien sûr l'éthologie, puisqu'elle détermine pour une large part le rapport de l'organisme à son milieu, mais pour Portman, qui s'intéresse à la vie et aux mœurs des animaux, il ne s'agit pas de réduire la question de la nature de l'animal au rapport entre sa forme et son comportement. Ce qui intéresse au contraire Portman, c'est tout simplement, il le dit, le spectacle de la forme animale. Le spectacle de la forme animale. Il utilise d'ailleurs une belle métaphore, qui est la métaphore du théâtre. Lorsqu'il s'agit d'interpréter les formes vivantes, leurs motifs et leurs couleurs, un nouveau type d'attention est requis. Portman n'entend pas évincer ou condamner le versant analytique et explicatif de la biologie, mais il veut rappeler vigoureusement, à une époque, dit-il, où la vraie recherche et le but qu'elle poursuit trouvent leur assise dans des courants analytiques, il veut rappeler vigoureusement la nécessité d'une attention à la morphologie animale. Comment pourrait-on, dit-il,
prendre en considération la diversité innombrable des formes d'animal, qui est l'une des richesses de la Terre. Alors, pour expliquer le travail de Portman, je voudrais travailler sur 3 des concepts fondamentaux de ce livre, la forme animale, la notion d'apparence, qui est centrale, c'est ce que j'ai indiqué dans vos notes, donc on est dans la partie 1, 2A, pour ceux qui croyaient que je dérive là, non, pas du tout, 1, 2A, et donc maintenant on est dans 1, 2B, forme, signification, expressivité. Donc d'abord, forme et apparence. La conciliation d'une approche explicative qui pose l'exigence scientifique de généralité abstraite et d'une approche compréhensive qui s'enracine dans la saisie de la diversité des formes animales, conduit Portman à prendre en compte des systèmes de référence rationnels à l'intérieur desquels on peut comprendre le détail des formes et leur aspect global. Ces références sont en premier lieu fournies par des fonctions de conservation. Tout ce qui contribue à la survie de l'organisme, à sa défense, à sa reproduction, joue un rôle positif. Et Portman, en néo-darwinien, c'est quelqu'un qui a bien lu Darwin, sait bien le rapport qu'il peut y avoir entre la forme et la survie. La théorie du mimétisme prend ici place dans une mécanique explicative bien huilée. Il existe, vous le savez très bien, une grande variété de stratégies de camouflage dont l'élaboration est fine et complexe, ou bien parce que l'animal utilise des matériaux divers pour se déguiser, ou bien parce qu'il arbore des couleurs disruptives qui brisent sa forme et rendent ses contours incertains pour se fondre dans le paysage. Vous le savez sans doute, un animal peut imiter l'environnement par homochromie, en prenant la couleur de son environnement, le cas typique étant le caméléon, mais il arrive aussi qu'il imite une autre espèce plus redoutée ou mieux protégée. Les motifs formels sont alors classés par des effets qui peuvent être considérés comme défensifs ou offensifs. Dans tous ces cas, rappelle Portman, on fait appel aux fonctions de sélection qui décident de l'évolution des organismes à travers les mutations du patrimoine héréditaire. Je le cite, « La spécificité formelle particulière de la livrée est souvent comprise, écrit-il, comme un sous-produit de certains processus ontogénétiques nécessaires qui provoquent dans la peau des états instables. La répartition des pigments est alors, pour ainsi dire, l'instantané d'une phase déterminée, l'image durablement préservée d'une structure passagère des facteurs chimiques. Le dépôt des couleurs dans l'épiderme peut également être réduit à d'autres fonctions de conservation, comme la régulation thermique ou encore l'excrétion par laquelle l'organisme se débarrasserait de certaines substances. Mais, dit Portman, nous ne pouvons comprendre les 1000 détails de la structure de la fourrure ou du plumage que si nous arrivons à nous persuader que cette apparence extérieure ne sert pas seulement aux tâches nécessaires de la survie. Protéger l'animal contre le froid, contre les chocs, contre l'évaporation trop rapide de l'humidité interne, mais qu'elle est faite spécifiquement pour des yeux spectateurs. La forme animale, et c'est là qu'il y a une réflexion tout à fait singulière sur le rapport entre nature et forme, la forme animale, écrit Portman, est faite spécifiquement pour des yeux spectateurs. Portman avance alors l'idée que l'organisme a à apparaître. Le terme en allemand, c'est erscheinen. L'animal doit se présenter dans sa spécificité. Sich darstellen. D'accord ? Donc, l'idée de Portman, c'est que le rapport entre forme et nature n'est pas simplement un rapport fonctionnel
dans une perspective néo-darwinienne, mais que se montrer, s'auto-présenter, voilà ce qu'accomplit la forme animale. Le concept d'auto-présentation, Selbstdarstellung, qui est central chez Portman, repose en premier lieu sur les phanères, les organes externes par lesquels une forme organique se montre. Portman considère que leur importance est au moins égale à celle des organes vitaux. Les processus chimiques destinés à former les motifs apparents contenus dans le patrimoine héréditaire d'une espèce sont aussi complexes, dit-il, que ceux qui sont requis pour les opérations du métabolisme. Il y a manifestement, écrit Portman, des éléments structuraux qui supposent un œil qui les regarde, comme un appareil émetteur suppose un récepteur, ce qui pourrait expliquer en partie la diversité des apparences animales et leur degré de différenciation. Je prends un exemple qu'il prend, les plumes de la corneille ou les plumes du colibri. Si on s'intéresse, comme il le fait, à ces plumes, on s'aperçoit que les parties visibles et les parties cachées de ces plumes ne sont pas faites de la même matière. Seule la partie visible permet des effets lumineux provoqués par de petits grains de colorant qui rendent le plumage chatoyant, alors que le duvet, qui est à l'intérieur de l'aile, est d'un gris terne. Aussi, des éléments de surface qui se développent de façon tout à fait séparée forment souvent, une fois le tout achevé, un ensemble visuel parfaitement cohérent. L'aspect externe des animaux présente ainsi une immense diversité et presque toujours une grande symétrie, ce qui n'est pas le cas des organes internes. Portman écrit « Vous n'avez aucun mal à différencier un tigre d'un lion, mais pourriez-vous reconnaître auxquels d'entre eux appartiennent, si on les disposait devant nous, ce que je ne vais pas faire, les intestins, le cœur ou le foie d'un tigre ? Il nous faudrait, dit-il, une très longue expérience pour les distinguer. Ce qui est contenu à l'intérieur, écrit Portman, est presque toujours de couleur égale, asymétrique et peu différencié d'une espèce à l'autre. Le constat de Portman est clair, même si on peut tomber d'accord avec le darwinisme et soutenir que beaucoup de mécanismes sont conformes à des buts vitaux, il ne s'agit pas du tout de nier ça, les formes vivantes ont une valeur expressive ou une valeur de présentation. Elles ont, ces formes, un sens qui excède l'explication fonctionnaliste. Se distinguer, se présenter dans sa singularité, tant spécifique qu'individuelle, requiert que les motifs ne puissent être confondus. Et Portman écrit, dans La forme animale, c'est page 152, la forme des animaux est différenciée comme les bannières et les blasons d'autrefois. Les cornes, par exemple, les animaux à cornes, les cornes ne sont pas qu'un moyen de défense ou de reconnaissance de la différence sexuelle. Ce sont des parures de différenciation et d'identification. Les cornes sont l'équivalent d'un drapeau, comme les oreilles de l'éléphant d'Asie sont un drapeau clairement reconnaissable par rapport, écrit Portman, aux oreilles d'un éléphant d'Afrique. Un des concepts centraux de la biologie portmanienne est celui de Merkmal, c'est-à-dire de signe distinctif, de signe qui permet d'attirer l'attention. Les signes distinctifs se gravent dans la mémoire, ils font impression, ils visent à être remarqués pour eux-mêmes, sans renvoyer en première instance à un comportement qu'ils viendraient compléter. En un sens, ils ont une forme expressive. Ils ont une valeur qui s'impose à la vue. Cependant, et il faut en venir donc au deuxième concept de Portman, ces formes bizarres, écrit-il, ces touffes de poils,
ces colorations et ces autres particularités qui contribuent si vigoureusement à la formation de têtes animales caractéristiques, elles ne sont pas comprises pour autant. Si l'apparence est à étudier en tant que fonction d'elle-même, en dehors de la finalité utilitariste d'un comportement ramené à une cause et à un effet, comment l'interpréter? Comment la comprendre? Portman ne semble pas faire grand cas de la terminologie, de la signification, et ce n'est pas quelqu'un qui manie les concepts de sens et de signification. En revanche, il est obsédé par la question de ce qu'il appelle l'expressivité, c'est-à-dire la manière dont une chose a l'air de vouloir dire quelque chose. De fait, la thèse de Portman, c'est que si on veut comprendre ces formes, eh bien, il faut les comprendre en fonction d'une théorie de la signification qui n'est pas celle du rapport entre langage et la signification. Rapport entre expressivité et expression est central. Il a l'avantage de souligner qu'en dépit d'une approche très différente des phénomènes, les versants compréhensifs et explicatifs de la biologie sont inséparables. Là où nous observons des faits que nous pouvons concevoir comme faisant partie d'un ensemble plus grand, d'une unité, c'est-à-dire du monde tel que nous le percevons, nous devons faire le pari, dit Portman, d'une expressivité des formes. En parlant du tigre, par exemple, le zoologue avance, je le cite, que les stries qui le décorent, les bandes noires qui décorent le tigre, mettent en évidence le pôle dominant, encadrent et soulignent les principaux organes d'essence, et cette concordance entre structure interne et apparence crée une unité de la forme visible qui, dans la puissance de l'impression, nous parle clairement. D'une manière étrange, dit-il, cet animal supérieur devient comme transparent, car les accents du dessin soulignent l'importance des différentes parties et le jeu des membres. Ici, j'insiste parce que c'est un point qui me paraît fondamental et tout à fait étonnant dans la perception de la nature animale. La forme est donc, chez Portman, l'expression d'une intériorité qui peut elle-même être qualifiée d'expressive. Et la valeur de cette expression formelle est proportionnelle au degré d'évolution qui caractérise une intériorité plus ou moins élevée. Couleurs et dessins, mais aussi odeurs, sons, sensations tactiles, qui vont de pair avec des postures, des mimiques, des stades de maturité, des rôles sexuels, reflètent des émotions et servent à les communiquer. Tous les organes extérieurs, écrit Portman, tous les organes extérieurs sont, à partir d'un certain stade d'évolution, des organes de la relation sociale qui contribuent à une vie plus intense. Il s'agit là d'un phénomène à part entière, contribuer à une vie plus intense. Au niveau méthodologique, cela signifie pour Portman qu'il faut pouvoir reproduire intérieurement ce qui se manifeste extérieurement, c'est-à-dire saisir la loi formatrice qui relie les faits particuliers. On voit que dans cette perspective, écrit Portman, il n'y a rien qui s'oppose à ce que l'on fasse intervenir l'idée d'une subjectivité animale. Cette notion s'impose à partir du moment où l'on fait droit à l'expression comme premier terme de la relation signifiante de l'animal avec son monde propre, structurée par des potentialités perceptives. Il s'agit, dit Portman, de comprendre que les animaux se montrent, pas simplement qu'ils sont visibles, qu'ils se montrent. Et leur manière de se montrer, c'est leur signature visible, leur merkmal, leur différenciation. Et la thèse de Portman, c'est que cette différenciation, elle relève de la nature des animaux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là simplement, si vous voulez, pour remplir des fonctions dans une perspective darwinienne, elle est là pour exprimer quelque chose. Bien sûr,
ce monde invisible hein, de l'intériorité animale nous est inaccessible, puisque nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des animaux. Mais comme l'écrit Portman, hein, c'est pas parce que on ne sait pas exactement ce qu'ils expriment quand ils s'expriment qu'on doit leur refuser hein, la capacité d'exprimer quelque chose. Ce que montre Portman, et du coup ça va assez loin, me semble-t-il, sur ce qui est une vraie philosophie de l'expression. Mais il suffit d'y penser, hein, quand vous dites de quelqu'un ou d'un animal que vous aimez, un animal de compagnie, hein, qu'il a un regard expressif. On dit ça de quelqu'un. Dire de quelqu'un qu'il a un regard pas très expressif, d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un compliment. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il a un regard expressif, hein, ou quand on dit de notre chien qu'il a un regard expressif, hein, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Est-ce qu'on veut dire hein, que ce regard expressif exprime quelque chose, hein, c'est-à-dire un contenu hein, de signification qu'on pourrait détacher de ce regard? C'est pas sûr. Hein. Peut-être que ce qu'on veut dire, hein, c'est pas un regard expressif, c'est qu'il est en train hein, de participer de manière intense au monde et de nous communiquer cette participation. Il n'y a rien derrière le regard expressif de quelqu'un, sinon cette personne et son être au monde. Chez Portman, l'expressivité hein, ne transcende pas les phénomènes optiques comme quelque chose qui serait à l'intérieur et qui passerait à l'extérieur, puisqu'elle est de même nature qu'eux et elle n'existe pas en dehors d'eux. L'intériorité expressive rend visible ce qui fait l'unité des phénomènes, mais elle n'est ni située au-delà du monde visible, ni accessible uniquement à une raison hein, qui les dépasserait. L'expressivité, elle fait partie du monde sensible, elle est à la fois indicible et significative, elle est, et c'est peut-être ça hein, que nous tend la nature des animaux, elle est ce qui est caché dans le visible. Et Portman a une expression tout à fait magnifique, hein. Il dit « c'est un mystère manifeste ». Ein offenbares Geheimnis. C'est-à-dire, pas un mystère qui renverrait à quelque chose qui est derrière, mais un mystère dans sa présence même. La forme expressive de l'animalité, la nature de l'être au monde animal, eh bien, c'est de renvoyer justement hein, à ce mystère manifeste, hein, une expressivité hein, qui ne se résout pas comme un rébus hein, ou une énigme hein, dont on aurait la clé cachée quelque part, hein, ou à la fin du numéro, comme dans les revues, hein, où il suffit de retourner pour avoir la solution. Hein. Le mystère de l'expressivité animale, hein, ce mystère, il est tout entier contenu dans l'animal et donné par l'animal. Donc il faut, semble-t-il, hein, si on veut se pencher, dit Portman attentivement sur la nature des animaux, hein, eh bien il faut se pencher sur cette présence mystérieuse, donnée dans une expressivité, hein, qui ne dit rien d'autre que sa présence au monde. Et c'est à partir de là, hein, je conclus sur Portman comme ça, hein, que Portman nous dit hein, qu'on peut même penser hein, à une manière de style des formes vivantes, de stylistique de l'apparence des formes vivantes, hein, c'est-à-dire une manière dont les animaux signent leur être au monde au-delà hein, d'une intentionnalité qu'on pourrait leur prêter. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, et j'en arrive au troisième moment de cette première partie, hein, c'est que nous ne cessons de courir après un modèle d'attention qui donnerait à cette expressivité animale un sens repérable. Ce que nous voulons, hein, et ça c'est la définition même de la paranoïa humaine, hein, c'est que l'expressivité soit signifiante et qu'elle signifie un contenu. On veut, hein, et la plupart des propriétaires de chiens et de chats s'y attachent, hein, on veut absolument que notre chien soit en train de nous dire quelque chose. Hein. Ça va jusque, tu as vu comme il est intelligent. Hein. Bon. Et donc, on essaie de courir après la nature animale
en cherchant un modèle de signification qui soit une traduction plus ou moins herméneutique, si vous voulez, hein, de ce que cette expressivité semble promettre. Parce que la forme, les formes, sont des promesses de sens. D'accord. Et comme vous le savez, hein, c'est une des grandes illusions de la beauté physique, des hommes et des femmes, c'est qu'elle semble promettre un sens. Et donc on est persuadé hein, que si un homme est très beau, une femme est très belle, hein, eh ben ça signifie du bonheur. C'est ça. C'est ça. Exactement. T'as tout compris. Mais ça ne signifie pas non plus forcément du malheur. Peut-être un peu quand même. Hein. Mais en tout cas, c'est moins, si vous voulez, l'orientation de cette signification qui est en jeu que le fait que nous sommes persuadés, enfin, c'est moins d'ailleurs une persuasion hein, qu'une espèce de réflexe qui consiste à attacher l'expressivité des formes à une signification comme si le sens allait, pour ainsi dire, rattraper la béance, l'écart qu'ouvre la forme. D'accord ? Parce que face aux formes, et aux formes du vivant comme aux formes artistiques, eh bien très souvent, on est interloqué, on est sans voix, on est incapable de donner un sens, d'accord ? Et du coup, hein, et ça Kant le dit merveilleusement dans la critique de la faculté de juger, hein, on est comme privé d'un exercice de nos facultés, et donc on met en route hein, la machine herméneutique, et comme on est toutes et tous très forts pour donner du sens, hein, on donne du sens à cette expressivité. Et il me semble qu'il y a au moins 3 manières par lesquelles hein, l'animal humain essaie de rattraper l'expressivité animale. Je vous les ai données, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Hein. J'insiste sur ces 3-là, mais j'en mentionnerai d'autres. Hein, c'est donc la 3e partie de la première partie. C'est l'anecdote, le symbole et le bestiaire. Donc l'anecdote animale, hein, comme vous savez, hein, c'est vraiment l'essentiel de notre rapport hein, à la nature des animaux est basé sur des anecdotes. D'accord ? Le chien qui sait faire son lit, le chat qui va ouvrir la porte, etc., etc. Pourquoi hein ? Pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ces anecdotes ? Eh bien, précisément parce que par ces anecdotes, on construit du récit pour combler l'expressivité qui est une promesse dont on ne sait pas ce qu'elle promet. D'accord ? Et donc, on va chercher par l'anecdote à rattraper, si vous voulez, un sens que l'expressivité semble promettre, mais que votre chien, le mien, bon, hein, il est très beau, ou pas d'ailleurs, et sa forme expressive et son regard expressif ne signifient pas forcément quelque chose. Mais l'anecdote comble ce vide créé par la forme et donc, d'une certaine manière, nous rassure. Et ce goût de l'anecdote, eh bien, il est, semble-t-il, hein, un universel de la littérature, hein, et c'est très souvent l'origine de la fable. Le rapport entre fable et animal, la fable, c'est pas simplement, comme on dit, et à juste titre, la fable animalière, c'est pas simplement hein, une séquence verbale dans laquelle les animaux parlent. Ésope, La Fontaine, d'accord ? C'est d'abord une manière de parler des animaux en nous rassurant parce qu'on donne à des anecdotes une séquence narrative souvent amusante ou inquiétante, en tout cas significative, d'accord ? Par laquelle on rattrape le défaut de sens que crée l'expressivité comme promesse. D'accord. Et ça va de Ésope à Choupi, hein, d'Ésope à Walt Disney, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose de rassurant,
à insérer les animaux dans des anecdotes significatives. Parce que, comme ça, on a l'impression qu'on rattrape le sens dont ils nous privent. Le deuxième niveau, vous le connaissez très bien, puisqu'il est partout, dans l'art et dans la publicité, c'est le symbole. C'est l'idée de faire de l'animal un symbole. Autre manière de rattraper son expressivité par un sens anthropomorphique. Donc on va dire, je sais pas, le renard est rusé. Mais la manière d'être du renard dans la nature, si vous en avez vu, vous en avez sans doute vu, cette manière expressive qu'il a de se rapporter à son milieu, il est extrêmement réductif de leur rapporter ce comportement à la ruse. Oui, le renard... il y a des anecdotes qui nous disent que les renards sont rusés, ils ont des manières de se comporter qui semblent se rapporter à la ruse, mais cette manière de traduire l'expressivité animale en ruse, c'est une traduction par le symbole de l'expressivité animale. Et cette tradition, elle aboutit, elle culmine dans un genre tout à fait merveilleux. Il ne s'agit pas du tout de déprécier ça, il s'agit plutôt de comprendre à quoi ce geste répond. Et ce geste, c'est le geste du bestiaire, que vous connaissez. Alors je vous ai apporté, parce que c'est un beau livre en plus, le livre de Pastoureau sur les bestiaires du Moyen-Âge, parce que au Moyen-Âge, une grande partie, et Buffon s'en souviendra d'ailleurs, plutôt pour condamner cette tendance, une grande partie du rapport à l'animalité consiste à essayer de traduire l'expressivité animale en symbolique chrétienne. D'accord ? Et donc le taureau est comme ça, grâce à l'évangéliste, le lion est comme ça, etc. Et ce qu'on appelle le bestiaire du Christ, un bestiaire très 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 large, où chaque animal se trouve associé à une signification. D'accord ? Et donc convergent dans le bestiaire toutes sortes de symboliques, et notamment, je m'étais intéressé à cet animal, je le prends comme exemple 30 secondes, la panthère, la symbolique de la panthère dans les bestiaires médiévaux. Alors, la panthère, c'est un animal dont la symbolique dans les bestiaires est très très codifiée, puisque la panthère, c'est pas évidemment un animal chassé, c'est un animal chasseur, et la panthère apparaît comme une autre figure de la ruse, et pas simplement une rusée, mais une qui cache ses ruses. Et à la fois chez Aristote, et puis chez Pline, et tout ce qui va converger vers les bestiaires médiévaux, on caractérise la panthère comme un animal qui sentirait naturellement bon, mieux, comme un animal qui exhalerait un parfum depuis sa tanière. C'est peut-être pour ça qu'un célèbre parfumier français l'a utilisé comme symbole, pour attirer ses proies. D'accord ? Donc elle se met dans sa tanière, elle exhale un souffle parfumé, les animaux attirés par panthère numéro 5 accourent vers la tanière et se font déchiqueter. Quand la panthère a mangé, elle se retire dans sa tanière. 3 jours plus tard, elle se réveille et rugit. Et comme sa voix est pleine de parfums et d'aromates, je cite le Physiologus, toutes les bêtes accourent pour succomber à son attrait. C'est ce qui a autorisé, vous voyez un petit peu comment l'imagination paranoïaque des humains va vite, c'est ce qui a permis d'associer la panthère au Christ. Vous allez me dire, mais par quel parcours mental ont-ils réussi cet exploit ? Eh bien, c'est pas très difficile. 3 jours dans la tanière, 3 jours au tombeau.
Et au bout, non pas du 3e top, mais du 3e jour, la panthère exhale un parfum et attire, exactement comme le Christ, hein, en ouvrant la bouche, par ses paroles saintes, hein, attire ses fidèles dans la prédication, si vous voulez. D'accord. Alors, tout ça est à la fois admirable et un peu grotesque, mais ce qui me paraît intéressant, et ce sur quoi je voulais attirer votre attention en cette fin de première partie, c'est que cet effort du bestiaire, comme cet effort du symbole, comme cet effort de l'anecdote, comme cet effort de la fable, c'est une manière de répondre à l'énigme de l'expressivité animale. D'accord ? Parce que l'animal, et je crois que la beauté humaine relève du même phénomène, hein, est une expressivité d'un type très particulier qui implique de chacune et de chacun un rapport au sens très singulier. C'est ce que j'appelais hein, la promesse. Alors si on passe maintenant hein, au deuxième temps de mon propos, le génitif subjectif, le monde animal. Alors ici, comme je le disais, hein, il faut, et je vous ai mis des extraits, hein, il faut toujours partir et repartir d'un texte qui a connu un très très grand nombre de commentaires. Je vous les ai mis dans le point B, donc c'est 2.1b, page 2. Hein. Donc j'ai cité une dizaine de commentaires, hein, de Didier Franck à Agamben, de Derrida à Barbaras, de Françoise Dastur à Marc Richir et jusqu'à Jean-Yves Goffy. Hein. Ce texte de Heidegger qui s'appelle « Les concepts fondamentaux de la métaphysique ». Alors, dans ce texte, Heidegger s'interroge sur le rapport, non pas, si vous voulez, de la... C'est pas un texte, je dirais, qui est directement sur l'animalité, hein, c'est un texte plutôt, comme il le dit, hein, sur les concepts fondamentaux de la métaphysique, hein, c'est-à-dire ce qui fait hein, que les hommes sont des hommes. Et Heidegger va articuler trois concepts principaux. Le concept de monde, Welt et Umwelt, le concept de finitude et le concept de solitude. Et la thèse de Heidegger, c'est que l'homme est le seul à avoir un monde. L'animal n'a pas de monde. Alors, il dramatisera ça plus tard en disant qu'il en est complètement privé, mais à ce stade de sa réflexion, hein, dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, il soutient que l'animal est pauvre en monde. Il est pauvre en monde. Et c'est là qu'il propose hein, un examen comparatif entre les trois règnes, l'homme, l'animal et la pierre. La pierre est sans monde, dit-il. L'animal est pauvre en monde, et seul l'homme est configurateur de monde. C'est donc à partir de la question du monde, de la manière dont l'homme s'y tient, et les analyses ici sont très proches de celles qu'il développe hein, dans Sein und Zeit, hein, sur l'être au monde, et à partir de la manière dont l'animal n'a au contraire pas le monde, que se déploie la méditation heideggerienne sur l'essence de l'animalité. Entre l'absence du monde de la pierre et la configuration de monde par l'homme, comment qualifier la privation de monde, selon Heidegger, qui est propre à l'animal? En quel sens est-il privé de monde? En quoi la pauvreté en monde de l'animal peut-elle être pensée comme une privation? Heidegger précise dans les concepts qu'en procédant par un examen comparatif, sa démarche entend échapper à la hiérarchie métaphysique a priori qui caractérise la tradition qui le précède. Et il souligne aussi, et ce point a été bien souligné par le
philosophe contemporain Claude Romano, dans une étude sur les rapports entre von Uexküll et Heidegger, qu'il se distingue aussi de l'analyse formidable proposée par Jacob von Uexküll, dont je vous ai mis le nom. Le monde, écrit Heidegger, désigne d'abord la somme de l'étang accessible, de ce qui est accessible, que ce soit pour l'animal ou que ce soit pour l'homme. La pauvreté en monde de l'animal ne doit donc pas être entendue comme une simple limitation géographique, elle réside dans la manière dont l'animal pénètre dans ce qui lui est accessible. La différence entre les manières humaines et animales d'accéder à l'étang n'est pas de degré, écrit Heidegger, mais de nature. L'animal n'a pas accès à l'étang en tant que tel. Être pauvre, ce n'est pas un attribut de l'animal, c'est une manière d'être. La pauvreté en monde de l'animal n'est pas à comprendre comme une moindre richesse ou comme une moindre valeur. Il n'a pas moins de monde que l'homme, il n'en a pas. Mais, précise-t-il, c'est seulement vu à partir de l'être humain que l'animal est pauvre en monde, et être animal, ce n'est pas en soi être privé de monde. L'absence de monde de l'animal et l'absence de monde de la pierre ne peuvent être pareillement entendues, car l'absence de monde de la pierre est telle que celle-ci ne peut en être privée. Et Heidegger précise, la pierre ne touche pas le sol de la même façon qu'un lézard touche la roche sur laquelle il dort. Le lézard n'est pas juxtaposé à la roche, comme la pierre est juxtaposée au sol. Sa situation n'est donc pas comparable à celle d'une pierre parmi les pierres. La pierre n'a accès à rien, et en ce sens, elle ne peut pas être privée de quoi que ce soit, la privation impliquant un rapport à l'avoir. La pauvreté en monde de l'animal est illustrée par l'abeille, qui, si elle connaît bien l'odeur et la couleur des fleurs qu'elle butine, ne les connaît pas en tant que fleurs. Les abeilles ne connaissent pas les fleurs. De même, écrit Heidegger, le lézard qui est couché sur une roche au soleil ne connaît ni le soleil, ni la roche comme telle. Pour indiquer la spécificité du rapport du lézard à la roche, il faudrait, dire Heidegger, raturer le mot roche pour exprimer ce sur quoi l'animal repose, lui, est certes donné d'une certaine manière, mais pas comme roche. Cette non-accessibilité doit être déterminée dans son essence. La manière d'être de l'animal que nous appelons la vie n'est pas fermée à ce qui l'entoure. Dans son monde ambiant, l'animal est pour sa durée de vie enfermé comme dans un tuyau qui ne s'élargit ni ne se resserre. C'est la métaphore d'Heidegger. En ce sens, il faut comprendre que l'animal n'est pas privé de monde absolument, mais que l'étang ne se dévoile à lui que sur ce que l'on pourrait appeler un plan utilitaire. Il a et il n'a pas le monde. Il ne l'a pas dans la mesure où, comme le note Didier Franck dans un article célèbre sur ce texte, cette ouverture est une forclusion. Pour Heidegger, l'immersion de l'animal dans le monde ambiant est trop entière, ou pour citer Sartre, l'animal y est trop englué pour qu'il puisse détacher les choses de leur utilité immédiate. La roche ne peut jamais être reconnue comme roche par le lézard. L'ouverture à un monde constitue l'horizon à partir duquel l'être peut se projeter en dépassant la localité de la pulsion. Voilà ce que ne peut pas faire l'animal, qui est pris dans un milieu ambiant dans lequel il puise les éléments nécessaires à son fonctionnement organique. Ce qui entoure l'animal ne se donne à lui d'une toute autre façon que se donne à l'homme l'étang, et c'est la raison pour laquelle aucun homme ne peut jamais se transposer dans un animal. Il n'y a, selon Heidegger, aucune animalité qui lui permettrait d'effectuer une telle opération. Alors, il me reste 4 minutes, donc je vais juste évoquer la suite en résumant. Ce que j'aurais aimé vous montrer, à partir du commentaire de l'élégie de Duino, c'est que cette thèse de Heidegger, selon laquelle
Il n'y a rien en l'homme qui lui permet de se transposer dans un animal, selon laquelle le corps de l'homme, je cite encore les concepts, est quelque chose qui est essentiellement autre qu'un organisme animal, qui fait que pour Heidegger, on ne peut pas se mettre dans la peau d'un animal. Eh bien cet effort, que Heidegger dit impossible, il a été tenté, pas une, pas deux, mais plusieurs fois, par des auteurs qui sont souvent des philosophes et des éthologues, et je pense notamment aux travaux que j'ai indiqués dans votre plan, en 2A, 2B, 2C, 2D, de Baker, de Foster, de Horowitz et de Delorme. Le texte qui m'aurait retenu le plus, c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est le livre de Foster, qui s'appelle « Dans la peau d'une bête », qui est, me semble-t-il, une des réfutations, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, une des discussions les plus nourries de la thèse heideggerienne, que Foster ne connaît pas, ou en tout cas qu'il ne cite pas, sur la possibilité que nous avons de plier notre corps au monde de l'animal. Et alors que Baker, dans un livre que Foster cite, avait fait cette expérience avec le faucon pèlerin, Foster, lui, le fait avec plusieurs animaux. Il se met dans la peau d'un blaireau, c'est-à-dire il essaie de vivre comme vit un blaireau, à même le sol, pendant plusieurs jours, comme une loutre entre l'eau et la terre, comme un renard, comme un cerf, et à la fin, comme des martinets. C'est pas du tout des livres je sais pas, d'illuminés, ou de fous furieux, qui se prendraient pour Napoléon et qui, comme on se prend pour Napoléon, se prendraient pour des bêtes. Ce sont des enquêtes qui sont uniment éthologiques et philosophiques, et le point sur lequel ils butent, et c'est pour ça que je voulais finir ma troisième partie là-dessus, le point sur lequel ils butent, évidemment, c'est la question de l'expression. Parce que eux aussi, ils font ce pas de passer de la nature de l'animal dans son rapport expressif au milieu, à une expression verbale humaine qui, d'une certaine manière, change la donne. Et c'est ce que je voulais montrer dans la troisième partie, si vous y êtes attentifs, c'est-à-dire, encore une minute, la manière dont on peut penser avec Aristote les limites entre le langage articulé humain et le langage animal, et indiquer, à partir de la fable très célèbre d'Actéon, que je vous ai mise en intégrale en latin et en français, la manière dont les écrivains essaient de penser le rapport à la parole animale comme un rapport plus complexe peut-être qu'une simple exclusion. En tout cas, ce que j'espère vous avoir montré, c'est que la question de la nature des animaux se réduit pas, ne peut plus se réduire à une philosophie de l'animal en général, mais qu'elle implique qu'on réfléchisse à un nouvelle donne, une espèce de triangle, si je puis dire, qui est le triangle qui est bien délimité par Portman, entre la forme, l'expressivité et le monde. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir sur ces questions avec François Julien quand, dans 2 séances, on s'intéressera à la nature des langues. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.